Ok, bonjour. Donc, nous allons traiter un exercice. L'énoncé nous parle d'une courbe qui est donnée. Alors, ça peut être mesuré. Dans mon cas, je l'ai tracé sur MATLAB, connaissant la masse, la raideur et la valeur de l'amortisseur. Et l'objectif de l'exercice, c'est de remonter à ces valeurs. Alors, ce que nous allons utiliser, en fait, ce sont quelques points caractéristiques. Ok, c'est lorsque la fréquence de pulsation est très faible, lorsqu'il s'approche de 0. Donc je vois que le module ne change plus et donc je peux dire que les coordonnées de ce point-là, c'est 0 radians par seconde. Et là, j'ai une valeur de 0,05 unités. La même chose pour le deuxième point caractéristique, donc ce point-là où j'ai le maximum. Donc ça correspond à 3 radians par seconde et la valeur, c'est 0,4 unités. Donc je vais commencer d'abord par rappeler la formule de la fonction de transfert ou bien de la FRF. Donc lorsque l'excitation d'un système masse-ressort se fait par une force harmonique de pulsation oméga, l'équation du mouvement à résoudre, c'est mx de points plus x points plus kx égale à la force, le module de la force fois exponentielle i oméga t. Et l'expression complexe de la fonction de transfert, c'est 1 sur k moins m oméga carré plus i c oméga. Alors, en fait, cette expression-là, on la retrouve par exemple dans le cas où l'excitation est sous forme d'une impulsion. Alors, qu'est-ce qu'on remarque par rapport à cette formule? C'est que dans le cas particulier où oméga égale 0, j'ai le module de la FRF, c'est égal à 1 sur k. Or, d'après la courbe, le module, quand oméga tend vers 0, c'est 0,05. Ça veut dire que la raideur est nécessairement 20 newtons mètre. Donc voilà pour la raideur. D'après la courbe, la partie asymptotique de départ, elle correspond à 1 sur k. Maintenant pour le deuxième point. Je peux faire, d'ailleurs l'allure de la courbe montre que le taux d'amortissement il va être faible, donc je vais faire en fait une approximation, mais on va voir qu'elle n'est pas tout à fait fausse. Je vais dire que ce point-là, en fait, le pic, il correspond à oméga n. Ok? Et par conséquence, ça c'est la résonance. Donc ce point-là que j'ai marqué correspond à la résonance. Et à la résonance, c'est-à-dire lorsque oméga n au carré égale k sur m, j'ai la FRF, le module de la FRF, c'est égal à 1 sur c oméga. À la résonance, ça veut dire oméga coïncide avec la résonance et donc je peux remplacer oméga par oméga n. Or, le C, c'est 2 fois le taux d'amortissement fois la masse fois oméga n et ça donne oméga n au carré. Or, oméga n au carré, c'est k sur m, donc ça donne 1 sur 2 zeta k. Je connais le module, c'est 0,4. J'ai déjà calculé k, donc je peux en déduire zeta. Donc le taux d'amortissement, c'est 1 sur 2k, le module de la FRF. Et k c'est 20, le module de la FRF c'est 0,4. Et donc on trouve une valeur
de K de 0,625. 0, et ça n'a pas d'unité, 0,0625. OK? Et de la même manière, hein, c'est-à-dire en faisant cette approximation, c'est-à-dire que là, j'ai le pic qui correspond à oméga n, donc je peux dire oméga n au carré, qui est égal à 9, puisque j'ai oméga n égale à 3, donc oméga n au carré égale à 9, c'est égal à K sur M. Et par conséquence, la masse, c'est égal à K sur 9. Alors, en fait, on peut démontrer que le pic ne correspond pas à oméga n, mais plutôt, donc, le pic, il correspond à oméga n racine carrée de 1 moins 2 fois zeta carré. Et le pic, c'est-à-dire la valeur maximale du module, c'est 1 sur, donc, FRF max. C'est très facile à démontrer en étudiant les extrémums de cette fonction. Donc, le maximum de la FRF, c'est 1 sur K. OK. Donc, c'est égal à 1 sur 2 K zeta racine carrée de 1 moins zeta carré. Et c'est ça qui est égal à 0,4. Et donc, on obtient une équation de second degré en zeta carré, très facile à résoudre, et on trouve que zeta, c'est égal. Donc là, le K, c'est connu, j'élève au carré, ça me donne 1 sur 4K carré, zeta carré fois 1 moins zeta carré, et la variable qu'on essaie de résoudre, c'est zeta carré. On obtient en fait une équation de second degré en zeta carré. Et donc, la solution qu'on trouve, c'est zeta égale racine carrée. C'est une équation de second degré. Et donc, 1 demi moins racine carrée de delta, et ça donne 1 sur 32, racine carrée de 16 au carré moins 4, égale à 0,0662 au lieu de 0,0625. L'erreur est insignifiante, 0,2%. Et de la même manière, donc si j'utilise plutôt cette formule, je dis que oméga n racine carrée de 1 moins 2 zeta carré, c'est égal à 3 radians par seconde. On a calculé zeta, et donc oméga n, qui est racine carrée de k sur m, c'est égal à 3 sur 1 moins 2 zeta carré. Et donc, on peut en déduire m. Et ce que j'ai trouvé comme valeur de m, en fait, ici, on trouve 3,01 radians par seconde au lieu de 3 radians par seconde. Et qu'on prend 3 ou 3,01, ça donne 2,22 kg. Et donc, voilà pour cet exercice. Nous allons voir maintenant comment voir en fait comment les différents paramètres vont influencer
la FRF sur GeoGebra. Donc je vais d'abord commencer par donner les valeurs de M quelconque. Je vais prendre 10 kg. Les valeurs ne correspondent pas nécessairement à l'exercice que nous avons commencé. C'est juste pour montrer comment les choses varient, c'est-à-dire comment ces paramètres MKC affectent le module et la phase de la réponse en fréquence. Donc 100 Nm, C égale à 10. Et pour ne pas avoir des déplacements très faibles, je vais prendre la force, le module de la force égale à 100. Alors on peut déjà tracer la FRF, le module de la FRF. Donc bon, je vais me limiter aux valeurs positives de la pulsation. Donc si x supérieur ou égal à 0, donc la FRF, c'est pas vraiment la FRF puisque j'ai multiplié par f, donc à f près, donc c'est f divisé par la FRF, c'est normalement c'est 1 sur racine carrée de k moins m étoile x au carré. X en fait c'est la variable, c'est la pulsation. La FRF dépend de la pulsation, donc c'est au carré plus, ça c'est le module, c étoile x, le tout au carré. Voilà. Donc voilà notre FRF. Je calcule aussi la phase, je trace la variation de la phase. Là aussi je vais dire phase égale à si x supérieur ou égal à 0. Je vais le calculer en utilisant l'arc tangente de, au lieu de donner un numérateur sur dénominateur, je donne j'utilise la fonction atteint2 qui a besoin de deux paramètres, le numérateur et le dénominateur qui sont séparés. Donc atteint2, et là je vais demander directement à ce que ça soit en degrés. Atteint2, le numérateur c'est Cx et le dénominateur ça va être virgule, donc C étoile x, et le dénominateur c'est K moins M étoile x au carré. Et donc voilà notre courbe de phase. Alors je vais placer un point quelconque sur l'écran. Donc c'est à partir de ce point là que je vais dessiner les différents vecteurs. Je vais l'appeler O comme origine. Comme ça je peux le placer là où je veux. Alors on va tracer d'abord le premier vecteur proportionnel au déplacement, le Kx. Je sais que la solution, comme nous l'avons dit, d'ailleurs je vais rappeler l'équation de mouvement. Je vais placer ici du texte qui me rappelle l'équation du mouvement, c'est m double dot pour l'accélération plus c entre parenthèses et entre accolades pour que ça soit le x dot, donc dot x
ça c'est du LaTeX au cas où, plus kx égale à f exponentielle, non pas f exponentielle, e exponentielle i oméga t. Donc ça c'est l'équation du mouvement à résoudre, et je sais que la solution va être harmonique de même pulsation oméga mais déphasée. Et donc je vais dire que bon, je vais choisir un point A tel que le vecteur OA correspond à KX. Donc A, ça va être égal à O plus, donc la composante suivant l'axe des X, c'est cosinus phase de oméga. Mais avant de faire cela, donc je vais couper CTRL X, je vais choisir une pulsation oméga égale à 2 par exemple, 2 radians par seconde. Alors je voudrais voir quelle est la proportion des différents vecteurs, le vecteur Kx, Cx point et Mx2 point en fonction de cette pulsation. Si j'excite à une faible pulsation, qui va dominer? Je sais déjà que c'est le vecteur Kx qui va dominer. Si j'excite avec une pulsation très grande, par exemple ici, 14 radians par seconde, je vois que c'est la force d'inertie qui va être la plus grande, etc. Mais je veux visuellement voir ça. Et donc je vais revenir à ma formule que j'ai commencée. Donc c'est phase W, et en fait c'est négative. Ici ça change rien, mais bon. Et donc là je vais dire c'est K fois X. Et le X, il va avoir deux composantes, une suivant X, c'est cosinus, et la deuxième c'est sinus moins phase de W. Alors je crois que j'ai une parenthèse en plus. Voilà. Alors le point, elle est en dehors de... les valeurs ils sont très grandes, donc je vais introduire un facteur d'échelle, bon, 0.02 par exemple, et j'édite la formule pour que le diagramme entre sur l'écran. Donc étoile, facteur d'échelle. Est-ce que c'est suffisant? Oui, c'est bon. Donc voilà. Donc voilà notre premier point. Je n'ai pas besoin de l'étiquette. Et je vais créer un vecteur. Bon, je l'appelle Kx égale vecteur O, A. Je le mets en rouge par exemple, ou bien la même couleur que la courbe. Bon, ok, rouge, c'est pas grave. Donc voilà, mon vecteur Kx, elle est là. Alors, je vais transformer le oméga en curseur. Je vais définir les limites. Donc la pulsation, il peut aller par exemple, de 0 jusqu'à 20. Voilà. Et voyons voir maintenant si je change la pulsation. Est-ce que le vecteur Kx, il va changer? Est-ce qu'on va avoir une augmentation de l'amplitude, de la phase, etc. Alors regardez. Mieux encore, en fait, je vais placer un point. Je l'appelle P égale W virgule FRFW. Comme ça, je sais sur la courbe
pourquoi il m'a tracé une... il l'a considéré comme comme une droite, l'équation d'une droite. Alors, je vais placer un point sur la courbe. Alors, quelconque, bon. Un point, voilà. Et j'édite là. Je vais dire, OK, pour le W actuel, tu me montres sa position sur... Voilà. Alors, j'ai pas besoin d'afficher l'étiquette. Voilà. Donc, en faisant varier la pulsation d'excitation, je vois mon emplacement sur la FRF. Voilà. Donc, je peux zoomer davantage. Voilà. Donc, pour les faibles pulsations, je vois que Kx, elle est horizontale. OK? Et donc, ça va correspondre presque à F. Lorsque je passe par le maximum, presque, voilà. Le Kx, il a changé de module et de déphasage. Et en fait, si j'arrive à me placer exactement au maximum, vous voyez que Kx, elle est presque verticale. Et c'est la résonance. OK? Alors, je vais construire le vecteur Cx point. Pour cela, je vais dire, cherchez-moi le point A' égale le résultat de la translation du point A. Le vecteur, le module en fait, c'est C fois oméga. Il ne faut pas oublier le facteur d'échelle, sinon ça va être très très grand. Et puis je vais choisir un vecteur unitaire orthogonal au vecteur Kx. Voilà. Et puis je vais dire Cx point, CV égale au vecteur A, virgule A'. Et je le mets aussi en rouge. Voilà. De la même manière, si on fait varier la pulsation d'excitation, vous voyez que Kx et CV, ils changent d'orientation, de module, etc. Il me reste le dernier vecteur. Donc je vais l'appeler A', A second, égale translation du point A'. Et là, je vais multiplier par moins m étoile oméga carré fois le facteur d'échelle, il ne faut pas l'oublier, fois le vecteur unitaire, et là, segment OA. Segment O, virgule A. L'orientation ici est importante. Pas orthogonal, non. Le vecteur unitaire, tout simplement, pas orthogonal. Et ici, c'est O carré et non pas W2. OK. Voilà. Alors, je vais réduire ici. Voilà, mon point maintenant, il est là. J'appelle ce vecteur M gamma, puisque c'est le vecteur d'inertie. M gamma, il est où le gamma? Il est là, égal vecteur A',
à seconde. Et je le mets en rouge aussi. Alors, le vecteur qui reste, en fait, le vecteur, je l'appelle force. Il va être toujours horizontal et de même amplitude, puisque nous avons choisi déjà l'amplitude. Force égale vecteur O, virgule, à seconde. Voilà. Donc, quelle que soit la valeur de l'excitation, bon, ici, parce que, en fait, ça change, puisque les vecteurs, en fait, ici... Alors, j'ai trouvé pourquoi la force ne reste pas constante. Tout simplement, je me suis trompé ici, j'ai oublié le déplacement physique. Donc, j'ai dit tout à l'heure A égale O plus K cosinus, il fallait multiplier par la valeur de déplacement. C'est K fois X et non pas K. Okay? Donc, il faut calculer le déplacement qui correspond à cette pulsation d'excitation. Il est donné par FRFW. La même chose pour le vecteur CV. Donc, il faut multiplier par la FRF. Et pour le dernier vecteur, l'accélération, donc le point A second, c'est moins m oméga carré fois x, donc FRFW. Et maintenant, donc, je peux vérifier la force reste constante. Voilà. Alors, une petite vérification. Donc, lorsque la pulsation est faible, on voit que la force et le vecteur Kx, ils sont presque confondus. À la résonance, bon, c'est difficile de... on est presque là. En fait, c'est racine carrée de à peu près de 10, 100 divisé par 10, c'est 10. Et donc voilà, vous voyez que le vecteur Kx est perpendiculaire à la force. Et on a à peu près Kx égale mx de points. Je vais réduire le facteur d'échelle, comme ça on va pouvoir visualiser l'ensemble. Et donc on voit que à la résonance, on a bien le déphasage de pi sur 2 entre Kx et la force. Kx égale m gamma. Et CV et force, ils sont ils sont parallèles plutôt. La force égale à CV. Et lorsque oméga devient très grande, donc je vais encore une fois toucher le facteur d'échelle. Je vais mettre par exemple 0,5 ou 6. Voilà. Donc on voit que le vecteur Kx il est tout petit. Voilà. Kx faible, c'est V faible, et la force coïncide presque avec la force d'inertie. Alors maintenant, voyons voir quel est l'effet par exemple d'une masse ajoutée. Je vais ajouter une nouvelle variable, grand M égale à 10. Et je vais créer une deuxième, je vais copier cette formule-là, CTRL-C, CTRL-V, et au lieu de M, je vais considérer M plus grand M. Voilà. Donc, si on ajoute une deuxième masse, on augmente la masse de notre système. Bien sûr, la FRF, il va changer. Idem pour la phase. Bon, je vais l'appeler FRF2. C'est plus facile. FRF2. Donc, FRF2 avec masse ajoutée. Voilà. La phase, c'est la même formule, sauf que je vais changer la masse M. Au lieu de M, maintenant nous avons deux masses accrochées.
au ressort. Voilà. Et donc la phase, je l'appelle aussi phase 2. Alors, je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure et donc je vais reprendre les formules. Le point B, je l'appelle B. B, phase 2. Et c'est là où il ne faut pas faire la même erreur. C'est K fois FRF2 de W fois le facteur d'échelle. Voilà. Comme ça, je le vois. Transsensible. Maintenant, je l'appelle KX' égale vecteur OB. Voilà. Je vais réutiliser la formule où j'ai A', je l'appelle B'. Alors B' égale translation de B fois C oméga fois ce qu'on avait oublié tout à l'heure, FRF, attention, c'est pas FRF, c'est FRF2, orthogonal au vecteur KX'. Ok, et je l'appelle CV' égale vecteur B, B'. Et la dernière formule où j'avais A seconde, voilà, c'est B seconde, translation de B, moins M plus grand M, puisque la masse il a changé, fois FRF2 de W, fois le facteur d'échelle, et le segment c'est OB au lieu de OA. Voilà. Et puis je vais l'appeler M gamma prime égale vecteur B', B second. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit? Alors, si je vois par rapport à la pulsation d'excitation, okay, comment on varie le déplacement obtenu lorsque on a la masse M et lorsqu'on a les deux masses M et grand M. Alors, il suffit de calculer, par exemple, abs de Kx, le vecteur Kx, divisé par le module sur GeoGebra calculé en utilisant la fonction abs Kx'. Hein, puisque Kx c'est K fois X, donc si je calcule le module, le K disparaît et je vais avoir le ratio des deux déplacements. Alors pour bien le voir, je vais le mettre sur l'écran. Voilà. Donc je vois que par exemple, lorsque alors ici par exemple, nous avons un très grand déplacement pour le deuxième système avec M et grand M, hein, puisque j'ai le ratio qui est égal à 0,4. Ok, donc le point il est là. D'ailleurs, je peux faire ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est de replacer une. Alors je vais cacher les phases, je n'en ai pas besoin. Voilà. Et donc ce point-là, c'est donc le point C. Au lieu de le mettre sur la phase, je vais le mettre sur la FRF. Voilà. Comme ça, il me donne l'amplitude et la pulsation. Et je vais faire la même chose pour
la FRF2, CTRL V, FRF2. Voilà. Donc quand je suis presque au niveau de la résonance du deuxième système, hein, où j'ai un grand déplacement, c'est ce que je vois ici, je vais réduire le facteur d'échelle, comme ça on peut visualiser, hein, je vais mettre 0,02 par exemple. C'est pas suffisant pour voir, voilà, maintenant c'est bon. Donc je vois que j'ai un très grand déplacement pour le système M plus grand M par rapport au système où j'ai la masse M uniquement. Et le ratio est de 0,4. Si j'augmente la pulsation d'excitation, les choses s'inversent. Alors là, je vais rechanger le facteur d'échelle pour visualiser l'ensemble des vecteurs. Et voilà. Donc voilà une situation. Par exemple, si je suis loin de la résonance, je vois que en ajoutant la masse, mon vecteur Kx' est inférieur à Kx et par conséquent X' est inférieur à X. Donc pour réduire efficacement les amplitudes de vibrations, ici à peu près 3,2, il faut augmenter la masse. On peut faire la même chose, c'est-à-dire jouer sur le taux d'amortissement, etc., le taux d'amortissement, la raideur, et voir qu'effectivement il y a trois zones. La zone ici où il est beaucoup plus efficace de jouer sur la masse pour réduire ou augmenter les vibrations. Autour de la résonance, c'est sur l'amortissement qu'il faut jouer, et pour les faibles pulsations d'excitation, il faut jouer sur la raideur. Merci pour votre attention.